Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création reprise d'entreprise, 14e édition. Alors nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence consacrée à un sujet stratégique pour tout dirigeant, la protection sociale. Alors entreprendre, c'est prendre des risques, mais il ne faut pas que ces risques mettent en péril votre santé, votre sécurité financière ou votre bien maîtriser sa protection sociale, c'est se donner les moyens d'entreprendre sereinement, de sécuriser son activité et de préserver son équilibre personnel. Madame Karine Mansuy de Acoris Mutuel, qui est avec nous et que je remercie vivement, va nous expliquer pourquoi il est essentiel d'anticiper et de choisir les bonnes solutions pour votre couverture santé, votre prévoyance et votre retraite. Car un dirigeant bien protégé, c'est une entreprise plus solide et plus pérenne. Alors bien sûr, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran. Il s'agit des deux petites bulles avec des points d'interrogation. Alors n'hésitez pas à les poser tout au long de l'intervention de Madame Mansuy et nous les traiterons bien sûr à l'issue de cette présentation. Je vous précise également que la conférence donc, est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Mansuy. Eh bien, écoutez, Karine, c'est à vous. Merci Carole. Donc bonjour à vous. Donc effectivement, je suis Karine Mansuy. Je représente un groupe de protection sociale qui s'appelle Acoris Mutuel et je suis donc experte en protection sociale. Et je vais vous accompagner lors de cette conférence sur l'objet, qui est comment maîtriser sa protection sociale pour mieux entreprendre. Voilà, alors juste que vous découvriez un petit peu qui sont les experts qui interviennent, on est une mutuelle régionale, donc on est implanté sur tout le territoire de Lorraine et de Franche-Comté. On assure actuellement déjà 120 000 personnes, plus de 2500 aussi entreprises clientes donc, et leurs salariés. On intervient sur des domaines de compétences qui peuvent être la santé, ce que vous appelez aussi facilement la mutuelle, mais aussi la prévoyance, par exemple quand on est chef d'entreprise et qu'on est confronté à un arrêt de travail, eh bien, compléter ses revenus, comment ça se passe avec des contrats notamment supplémentaires pour aller chercher ce que la sécurité sociale n'a pas vocation à assurer, mais également de l'épargne et de la retraite, et puis tout ce qui peut être aussi des assurances, mais plutôt sur le marché du particulier. Comment se passent les accompagnements donc d'Acoris Mutuel? Aujourd'hui, vous allez donc participer à ce webinaire. Ce webinaire, il va être finalement assez large puisque on va devoir passer en revue un petit peu tous les cas pratiques de statut juridique, même si on restera quand même pas dans le détail parce que sur une conférence de 30 minutes, on ne peut pas aller dans le détail ou complètement aller sur la situation de chacun. Cependant, je vous invite à poser via le chat toutes vos questions et on prendra le temps, 10 minutes, un quart d'heure sur la fin de la petite conférence pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Dans un deuxième temps, donc, on a à votre disposition des fiches pratiques par statut juridique qui vous permettent de reprendre les essentiels des régimes de base pour mieux comprendre les régimes complémentaires que vous allez devoir maintenant aller chercher par vos propres moyens, puisque effectivement, il n'y aura plus d'employeur qui s'occupera de mettre en place cette protection sociale complémentaire. Et donc là, ces fiches, alors habituellement c'est sur demande quand on fait des conférences sur place, en fait en présentiel, où on a un webinaire, mais vous savez qu'on a un salon qui va exister donc demain, sur lequel vous pouvez me retrouver, et sur ce salon, donc j'aurai bien ces fiches pratiques que je pourrai vous remettre. Et puis l'objectif aussi, c'est plutôt des rencontres individuelles, donc on les commencera demain sur le salon pour ceux qui seront au salon, et donc là on pourra affiner les choses par rapport à votre projet et votre statut juridique. Et pour ceux qui n'auront pas eu le temps de venir ou qui ne peuvent pas venir au salon, je vous propose de consulter en fait les chambres de commerce et les chambres de métiers qui ont des conseillers dédiés et qui pourront vous mettre en relation ensuite avec moi. La première question souvent qu'on se pose quand on rentre dans l'entrepreneuriat et qu'on va devoir choisir un statut juridique, au final, c'est quelle protection sociale on va avoir en fonction de plusieurs critères, mais souvent déjà le statut juridique. Donc, dans quelle situation je vais me retrouver entre, vous voyez qu'il y en a deux, travailleurs non salariés ou assimilés salariés.
Pour déterminer ce régime, il y a plusieurs critères. Il y en a un qui est très simple et qui peut être le seul critère si vous entreprenez seul notamment. Là, si vous entreprenez seul, le critère qui va déterminer dans quelle protection sociale travailleur non salarié ou assimilé salarié dans lequel vous allez être, c'est le choix du statut juridique. On a beaucoup de créations d'entreprises qui sont sous la forme de la micro-entreprise, hein, ça représente quand même 80% des créateurs d'entreprises. Et bien là, si vous regardez, vous êtes tous dans la colonne travailleurs non salariés pour ceux qui entrevoient ce statut juridique. Là, il n'y a pas d'autre choix, hein. On est travailleurs non salariés en choisissant par exemple ce statut. Il y a des statuts qui posent plus sujet comme le statut de la SARL, et la SARL à partir du moment où on a des associés, donc pas la SARLU. La SARLU, le U voulant dire unipersonnel, un seul associé quand vous le voyez indiqué sur des statuts juridiques. Mais la SARL à plusieurs salariés, là, peut commencer à poser question sur quelle protection sociale va être appliquée en fonction de deux autres critères supplémentaires, la position du ou des dirigeants. Par exemple, est-ce qu'ils sont gérants ou pas gérants? Donc ça peut faire balancer d'un côté ou de l'autre au niveau de la protection sociale. Et le nombre d'associés, mais également de savoir si d'ailleurs ils sont associés. On pourra avoir un gérant aussi non associé au final dans une SARL. Donc, est-ce qu'ils sont associés? Combien de parts ils ont? Quelle est leur position de gérant et combien d'associés il y a en SARL? Et tout ça peut faire que dans une même SARL, on peut avoir des associés qui se retrouvent par exemple travailleurs non salariés quand d'autres vont se retrouver peut-être en assimilés salariés. Donc là, c'est toujours un petit peu la situation. Et là, on tient à votre disposition aussi un outil supplémentaire pour ceux qui sont dans cette situation-là, où on a essayé de vous mettre sur un document jusqu'à 3 associés en fait en SARL, dans quelle situation on se retrouve. Premier sujet avant d'entrer dans les prestations que les régimes vont pouvoir vous apporter et comment on les complète, savoir également demain qui vont être vos interlocuteurs en fonction de vos choix de statut juridique. Pour les cotisations sociales, c'est devenu très très simple. C'est l'URSSAF qui collecte l'ensemble des cotisations sociales, qu'on soit salarié, mais qu'on soit aussi à son compte travailleur non salarié et qu'on soit donc aussi un assimilé salarié, hein, voilà. C'est bien l'URSSAF qui collecte l'ensemble des cotisations sociales. Un seul interlocuteur. Par contre, vous pourrez aller voir sur les sites de l'URSSAF, il y a plusieurs portails d'entrée. Il y en a un spécifique pour les micro-entrepreneurs, vous en avez un pour le régime du réel, et puis sur les salariés, il y a un autre, voilà. Mais c'est bien la banque, en tout cas des cotisations sociales, c'est bien l'URSSAF, donc un seul collecteur de cotisations sociales. Par contre, l'URSSAF étant une banque, elle n'assure pas les prestations et donc elle va ensuite déléguer des caisses pour gérer les prestations. Je vous ai mis les 3 grandes familles principales de prestations auxquelles vous allez être attaché tout de suite pour que vous les ayez en mémoire. La première, c'est qui va me rembourser en cas d'arrêt maladie, d'arrêt de travail, de congé de maternité, etc. Eh bien, quel que soit le choix de statut juridique dans ce qu'on a vu dans la page juste avant, vous restez bien assuré par l'assurance maladie classique des salariés, en fait, hein, avec votre compte Amélie qui reste ouvert, vos identifiants qui restent ouverts. Mais attention, même gestionnaire ne veut pas dire même couverture sociale. Donc, on verra juste après qu'effectivement, entre TNS et assimilés salariés, il y a des différences pour le coup dans la protection sociale. Mais ça reste quand même le même gestionnaire et du coup, ça vous évite de recréer un compte Amélie avec de nouveaux identifiants, etc., etc. Pour les allocations familiales, les travailleurs non salariés n'ont jamais eu leur propre caisse d'allocation familiale, ce qui par contre, par exemple, est le cas, pour vous donner un exemple, des agriculteurs qui ont une caisse d'allocation familiale MSA, donc qui ne sont pas la CAF, mais un travailleur indépendant ou un salarié ou donc un assimilé salarié, c'est toujours appuyé sur la caisse d'allocation familiale, la CAF, pour gérer les prestations sociales et familiales. Et là, ce sont exactement les mêmes prestations que je sois dans un statut ou dans un autre au niveau des allocations familiales. Donc là, c'est vraiment pas le choix du statut juridique qui va changer ce que vous aviez jusqu'à maintenant au niveau de la CAF. C'est votre situation de famille et vos revenus, en fait, hein, qui sont engagés, mais absolument pas le statut juridique. Donc, bonne nouvelle sans doute pour certains qui pouvaient se poser la question. Et puis pour la retraite, ça a été aussi
plus facile au niveau de la gestion, puisqu'il n'y a plus qu'un seul interlocuteur aujourd'hui qui s'occupe des salariés et des travailleurs indépendants, c'est la CARSAT. Donc l'ensemble est regroupé à la CARSAT. Il n'y a qu'une seule caisse pour les deux systèmes pour la retraite de base. Par contre, il y a des caisses différentes pour ce qui s'appelle la retraite complémentaire par points. Chez les salariés, vous savez que ça s'appelle les points ARCO, Agir, que quand on a été cadre également. Chez les travailleurs indépendants, ça n'a pas un nom aussi défini, mais ça s'appelle la retraite complémentaire obligatoire des indépendants qui fonctionnent aussi par points. Et donc, ces retraites complémentaires obligatoires sont différentes entre un système et l'autre. Et donc, c'est ce que je vous ai présenté sur cette diapositive. Si on prend tout ce qui est en vert foncé, c'est la retraite de base. Et comme vous voyez en haut, il y a un seul système. C'est une retraite qui fonctionne en trimestre. Et donc, pour valider 4 trimestres, c'est pas travailler 4 trimestres, c'est une valeur d'encaissement de cotisation en soi, hein, donc par rapport à un revenu, qui va faire que sur une année, vous allez pouvoir valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres. C'est absolument pas une durée, c'est vraiment un encaissement. Et c'est ce qui vous est indiqué sur le document. Par exemple, chez les salariés, pour valider bien ces 4 trimestres par an de retraite de base, il faut avoir validé 150 fois le SMIC horaire x 4. Chez les micro-entrepreneurs, c'est la même règle, hein, puisque c'est la même retraite, mais ils vous expriment par un décret tous les ans le montant à réaliser sur l'année pour bien valider ces 4 trimestres en chiffre d'affaires. Et donc, je peux vous donner effectivement demain les montants de seuil de chiffre d'affaires si vous ne les connaissez pas. Sur cette petite fiche donc, je vous ai indiqué, où on a indiqué toutes ces informations-là. Les retraites complémentaires, là, vous voyez qu'il y a 2 branches. Les retraites complémentaires par points se séparent bien entre salariés et travailleurs indépendants, même si c'est la CARSAT qui gère les 2 caisses. Donc, les travailleurs salariés et assimilés salariés ont une retraite par points Agir-Carco, ou Arco-Agir, quand on peut dire, voilà. Et les travailleurs indépendants ont une retraite par points obligatoire de travailleurs indépendants. Sachez que dans tous les cas, les retraites qui s'appuient par exemple sur la retraite de base sur les 25 dernières meilleures années et les retraites complémentaires qui apportent des points vont faire perdre du pouvoir d'achat au moment de la retraite. Statistiquement, en moyenne, en comprenant plutôt les non-cadres, on perd 25% de son pouvoir d'achat au moment de la retraite. Donc ça aussi, il faut y réfléchir pour savoir comment on remplace. Et les 2 retraites complémentaires étant différentes entre assimilés salariés et TNS, sachez que celle des TNS coûte moins cher en cotisation sociale, mais du coup vous permettra aussi d'acquérir moins de droits de retraite au moment du départ à la retraite. Donc il y a des solutions, et notamment des solutions fiscales, pour vous permettre de préparer de la retraite encore supplémentaire et prévoir votre pouvoir d'achat pour la retraite. Et on est là pour en discuter ensuite avec vous. Vous pouvez aussi, alors vous êtes derrière un écran, hein, donc on ne peut pas dialoguer, mais vous pouvez aussi être dans le cas d'exercer plusieurs activités. C'est ce qu'on appelle les polyactifs. On le trouve souvent sur la micro-entreprise. Je suis micro-entrepreneur, mais je garde une activité partielle de salarié. Comment ça se passe? Là, on peut avoir qu'une seule caisse qui rembourse ses dépenses de santé. Hein, donc, ça va être forcément le régime initial dans lequel je suis au moment où je deviens polyactif. Donc, si j'étais salarié et que je deviens micro-entrepreneur, c'est la caisse salariée qui garde mes remboursements. Et là, c'est intéressant si on est en Alsace-Moselle, puisque vous savez que le régime des salariés en Alsace-Moselle est à 90%, ce qui n'est pas le cas de tous les autres régimes de sécu. Donc, les travailleurs indépendants sont au régime général, même s'ils travaillent en Moselle, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant que ça reste bien cette caisse-là. Si c'est l'inverse, que je suis d'abord travailleur indépendant, que je suis d'abord travailleur indépendant et que je reprends un boulot salarié par la suite, je pourrais au bout d'un moment refaire un droit d'option et redemander à repasser au régime local Alsace-Moselle une fois que j'y aurai cotisé un certain temps. Mais il faudra faire la demande, ça ne se fait pas automatiquement. Pour les prestations en espèces, donc ce qui permet de remplacer dans les caisses de sécu de la perte de revenus, là, les 2 caisses, travailleurs indépendants et salariés, si vous avez une fiche de paye et du chiffre d'affaires, par exemple, en micro, vont permettre de cumuler des droits, d'avoir plus de retraite, d'avoir plus de revenus assurés par les caisses de sécurité sociale en cas d'arrêt de travail. Voilà, en fait, les 2 vont être pris en compte pour calculer vos droits des prestations dites en espèces.
Alors maintenant, s'assurer une protection sociale efficace, déjà pourquoi, c'est-à-dire le pourquoi, c'est savoir ce qui se passe dans mes régimes de base pour se dire, ah oui, là, ça va peut-être être compliqué, si par exemple je suis en arrêt de travail, je ne vais pas avoir assez pour vivre, comment je fais? Et donc le comment, c'est mon rôle aussi de vous expliquer comment on peut reconstruire une protection sociale, comme quand on était salarié, mais qu'effectivement c'est mon employeur qui a mis en place toute ma protection sociale. Alors déjà, il faut bien prendre conscience, rien que pour la part mutuelle, hein, les remboursements médecins, pharmaciens, etc., qu'en devenant TNS, hein, donc ça peut être en micro, mais ça peut être en SARL, ça peut être en EURL ou en entreprise individuelle classique, on n'aura plus le régime local Alsace-Moselle. Ça veut dire que nos remboursements de la caisse maladie vont devenir des remboursements alignés sur le régime général de sécurité sociale qui s'applique partout en France, sauf en Alsace-Moselle. Mais ça a de graves conséquences, par exemple, sur certaines prestations coûteuses comme l'hospitalisation. Une hospitalisation, quand on est au régime local Alsace-Moselle, elle est toujours remboursée à 100%. Et le forfait journalier hospitalier de 20 €, du coup, est pris en charge par la Sécu. Demain, je suis TNS, donc quel que soit mon statut, je peux avoir des hospitalisations qui ne sont plus couvertes qu'à 80%. Et donc, le forfait journalier aussi hospitalier de 20 € par jour est à ma charge. Si je passe 8 jours à l'hôpital, ça peut faire une dépense importante puisque une seule journée d'hospitalisation coûte en moyenne 1 600 €. Donc, ça veut dire que ça me laisse à ma charge 320 € par jour, plus 20 € de forfait journalier hospitalier, 340 € par jour d'hospitalisation minimum, parce que je ne vous compte pas une chambre particulière, je ne vous compte pas du dépassement d'honoraires, je suis sur le tarif journalier d'hospitalisation. Donc, vous voyez qu'en fait, souvent, quand on voit le risque en mutuelle sur de l'optique ou du dentaire, quand on est au régime général, le risque lourd, il est surtout sur l'hospitalisation. Donc, on a souvent des offres, c'est le cas chez Acoris, qui vous permettent, si vous n'avez pas forcément les revenus pour aller chercher des garanties importantes sur du dentaire ou de l'optique, d'avoir au moins le poste hospitalier, les dépenses de base comme le médecin, qui sont toujours couvertes à 100% et qui permettent d'avoir une couverture en termes de tarifs faible, mais pour vous permettre d'assurer le risque lourd, ce qu'on appelle nous, assureurs, les risques lourds. Voilà. Ceux qui vont vraiment peut-être poser sujet sur vos dépenses. Il faut savoir qu'un hôpital public, quand on sort de l'hôpital et qu'on n'a pas payé la facture, on est relancé à la maison, c'est l'hôpital public, c'est donc l'État, ils ont le droit de fonctionner votre compte bancaire pour payer la facture ou d'envoyer un huissier. C'est quand même des charges importantes en fait, il faut l'avoir en tête et c'est notre rôle de vous alerter sur ces choses-là. Pour ceux qui des fois se disent, est-ce que je vais partir en TNS ou en assimilé salarié, notamment parce qu'en Alsace-Moselle, j'aimerais bien conserver mon régime local Alsace-Moselle. Il faut savoir, on ne le sait pas parce qu'on ne regarde pas toujours ce qui se passe sur notre fiche de paye entre notre salaire brut et notre salaire net, mais que le régime local, au final, c'est comme si on achetait une mutuelle obligatoire puisqu'on paye une cotisation supplémentaire en part salariale de 1,30% de son salaire brut pour avoir le droit à finalement ce régime local à 90%. Donc, quelque part, ce 1,30% du salaire brut, quand on n'a pas le régime local Alsace-Moselle, on le réinjecte dans une mutuelle au régime général et hors micro, tous les contrats de mutuelle peuvent être déductibles fiscalement du revenu imposable, hors micro. Donc, finalement, on peut refaire exactement la même chose que le régime local en remettant dans une mutuelle déductible fiscalement, hors micro-entreprise en statut. Alors, au niveau des mutuelles, il y a plusieurs questions qu'il faudra qu'on se pose, mais là, c'est plus de l'entretien individuel, mais au moins, je vous les expose pour que vous les ayez en tête. J'ai droit à la portabilité peut-être de mon ancien contrat de mutuelle. D'ailleurs, ça couvre aussi votre ancien contrat de prévoyance. Comment ça se passe? Comment, à la sortie, qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois le faire, etc. Donc, voilà, toutes des questions qu'on peut évoquer avec vous. Vous êtes peut-être actuellement plutôt sur un contrat individuel. On voit souvent le cas des personnes qui travaillaient au Luxembourg, qui du coup ont dû prendre une mutuelle individuelle. Est-ce que demain, en fonction de mon choix de statut juridique, ça reste intéressant ou pas de conserver ce contrat individuel?
Vous êtes aussi peut-être sur la mutuelle de votre conjoint. Là aussi, ça va vous étonner, mais bon, vous viendrez me voir et je vous expliquerai plus en détail les pourquoi de comment. Mais pareil, ça peut être intéressant ou pas du tout intéressant de rester sur le contrat de mutuelle entreprise de votre conjoint une fois que vous allez créer votre entreprise. Vous allez peut-être aussi embaucher des salariés, même peut-être qu'un apprenti. Si vous embauchez des salariés, même un apprenti, vous allez devoir lui mettre en place la même chose que ce que votre employeur en France a mis en place, la mutuelle, la prévoyance selon la convention collective. Vous n'aurez pas le choix et les peines sont lourdes quand on ne met pas en place ces contrats-là en tant que dirigeant d'entreprise. Et c'est sa responsabilité, je vais faire exprès, dire un peu personnelle, qui est engagée quand on ne fait pas ces choses-là. Vous pouvez être aussi éligible à la complémentaire santé solidaire, l'ancienne CMU, ça vous parle souvent plus. La CSS aussi, on entend le terme, hein, complémentaire santé solidaire. Donc, c'est une mutuelle que vous pouvez prendre directement à la sécurité sociale. Il faut la demander, hein, ça n'arrive jamais tout seul, les droits. Il faut la demander et c'est fonction de vos revenus. Et là, quel que soit votre statut juridique, vous pouvez y être éligible si vos revenus font que vous ne pouvez pas vous acheter finalement une mutuelle complémentaire privée, quoi, en fait, hein. Donc, vous pouvez vous renseigner sur ce dispositif-là auprès de la Sécu. Deuxième gros sujet, qu'est-ce qui se passe en arrêt de travail? Ça, c'est un sujet qui met à mal les entrepreneurs. J'en entends souvent qui disent « Oui, je viens de créer mon entreprise, donc je ne vais pas me mettre en arrêt de travail. » Bah oui, j'entends bien que c'est pas le moment d'être en arrêt de travail, je l'entends bien, mais c'est pas parce qu'on crée une entreprise qu'on se met à l'abri d'une grave maladie qu'on nous annonce du jour au lendemain, ça peut arriver à tout le monde, d'un accident, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein, surtout dans des métiers un peu à risque, hein, je pense aux artisans, mais bon voilà, il y a l'accident aussi, trajet, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, et c'est pas parce qu'on a créé une boîte que on est plus exposé à tous ces risques-là. Donc il faut vraiment que vous l'ayez bien en tête parce que souvent vous êtes quand même en face de moi des petites entreprises avec un effectif faible, souvent vous-même, c'est-à-dire que vous, en tant que collaborateur de l'entreprise, on va dire, et quand vous êtes que vous, tous les assureurs en face vont vous mettre, pour mettre en place des contrats de protection supplémentaire revenus, un questionnaire médical. Entendez-le bien aujourd'hui parce que c'est une vraie difficulté pour l'entrepreneur, étant donné que ce sont des contrats qui restent facultatifs, hein, quand chez les salariés, c'est obligatoire par les conventions collectives, ils échappent à des questionnaires médicaux du coup, et même en fonction de son état de santé, on sera assuré par le contrat de prévoyance complémentaire de l'entreprise. Quelqu'un qui se met à son compte, et je vous le dis même en SAS, on croit que parce qu'on est en SAS, on va y échapper, on aura un questionnaire médical à remplir en prévoyance complémentaire pour compléter ce que la sécurité sociale n'assure pas totalement. Donc, c'est un sujet important qu'il faut évoquer tout de suite. Il faut le chiffrer pour que vous puissiez vous dire « je prends le risque, je ne prends pas le risque ». Voilà, mais que vous sachiez de quoi on parle et combien ça coûte pour que vous puissiez prendre vos décisions en responsabilité, en fait, hein, et tranquille. C'est pas quand on en a besoin qu'on peut déclencher le contrat. C'est trop tard, en fait. Donc, il faut vraiment être alerté là-dessus. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, vous l'êtes. Et donc, ça, c'est rassurant pour vous personnellement, puis pour la continuité de votre entreprise quand ça arrive. Mais première question à se poser, c'est ce qui est expliqué ici, c'est en arrêt de travail, quel va être le revenu qui va être pris en compte par la sécurité sociale pour calculer finalement mes droits en arrêt de travail? Quelle indemnité journalière je vais avoir droit? Si je suis un TNS, travailleur non salarié, je vous rappelle les statuts, par exemple entrepreneur individuel, le URL, la SARL, la micro-entreprise. Tout ça, c'est nos TNS. Hein. Si je suis une entreprise classique individuelle au réel, pas la micro-entreprise, eh bien, c'est le bénéfice net qui sera pris en considération comme revenu de l'entreprise. Chiffre d'affaires moins charge égale bénéfice. Même si je ne prends pas la totalité de ce bénéfice à la fin du mois, c'est quand même ce bénéfice-là qui sera la valeur de mon revenu pour les impôts, pour la Sécu, pour la CAF, etc. etc. Si par contre, je suis un gérant de SARL, par exemple, ou en EURL, mais que j'ai bien une option impôt société, je ne rentre pas dans le détail, je vous donne juste les infos. Hein. Là, par contre, c'est la rémunération du gérant, pas le bénéfice de la société, qui va être pris en compte pour le calcul des droits sociaux, donc aussi des indemnités journalières. Si je suis en micro-entreprise, le revenu il est calculé forfaitairement. Vous voyez souvent le tableau des charges fiscales forfaitaires en micro, c'est-à-dire l'inverse de ce que moi je vous annonce. Par exemple, si je prends, quand vous voyez soit un revenu forfaitaire en micro égale A,
et ben, vous voyez marqué en hôtellerie, restauration, achat-revente, 29% du chiffre d'affaires. Vous voyez souvent l'inverse qui est écrit, c'est-à-dire que les charges représentent 71% du chiffre d'affaires. Moi, je vous parle du revenu là, puisqu'on va partir sur une base revenu pour le calcul des indemnités journalières. Donc là, en fonction de l'activité que vous exercez en micro, ben, votre revenu, il ne peut être que de 29% du chiffre d'affaires, 50% du chiffre d'affaires ou 66% du chiffre d'affaires pour les professions libérales. Et l'assimilé salarié, eh bien là-bas, ça va être le salaire brut, donc le salaire hors déduction de charges. D'ailleurs, au niveau du TNS, c'est le salaire, enfin c'est le revenu net. Hein. Chez le salarié, la base, c'est le salaire brut, mais attention, si en SAS, le dirigeant ne se rémunère pas, il n'y a donc pas de fiche de paye, il n'y a donc pas de salaire brut. Et donc, à votre avis, en indemnité journalière, est-ce qu'il y en aura ou pas? Je pense que vous avez compris la réponse sans que je vous la donne. Donc ensuite, combien je perçois? Le tableau que je vous présente vous permet de comparer les 3 situations en une seule fois, où vous allez pouvoir trouver les régimes TNS, les régimes assimilés salariés, et dans le régime des TNS, le régime du réel et le régime de la micro-entreprise. Vous pouvez voir dans ce tableau déjà qu'il y a des contraintes. Si je ne cotise pas, je peux ne pas avoir de droit. C'est le cas de la micro, c'est le cas de la SAS. En micro, en plus, il faut que je cotise un certain montant pour avoir le droit au déclenchement des premières indemnités journalières. Il faut que mon revenu annuel soit au moins supérieur à 4 383,20 €. Au régime du réel, je suis toujours indemnisable parce que c'est un régime dans lequel l'URSSAF demande dès le début d'activité des cotisations sociales minimales calculées sur une base forfaitaire minimale. Du coup, quelqu'un qui est TNS au régime du réel, une URL, une SARL en gérance majoritaire, eh bien, il aura toujours sur, en cas d'arrêt de travail, l'indemnité journalière minimale de 25,80 € que vous voyez marqué en bas, parce qu'il cotise avec des cotisations sociales minimales. Les 2 autres colonnes à côté, ben, si elles ne cotisent pas ou pas assez, eh ben, elles n'ont rien. Quelqu'un qui ne se fait pas de fiche de paye en SAS n'a pas d'indemnité journalière de la Sécu en arrêt de travail. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en ligne de compte. Et après, ben, vous voyez qu'il y a un délai de carence 3 jours. Cette année, l'État qui cherche des sous partout, vous avez bien entendu, a failli nous mettre un délai de carence à 7 jours. Pour le moment, ce n'est pas passé, mais bon, ça veut peut-être venir. Aujourd'hui, c'est que 3 jours. C'est-à-dire que les 3 premiers jours, on se débrouille, on n'a rien, quoi. Hein. Ça tombe qu'à partir du 4e jour, les indemnités. Elles sont de combien? Quel que soit le statut, 50% au mieux du revenu. C'est pas mieux chez voisin ou chez l'autre voisin. 50% du revenu. Chez les salariés, donc les assimilés salariés sont concernés, il y a automatiquement une majoration accident du travail, maladie professionnelle, mais ils y cotisent, donc ils payent plus de charges. Chez le TNS, en micro ou au réel, ils peuvent le prendre aussi, mais sur option. Donc ça se demande à la Sécu, il y a un formulaire de droit d'option pour aller recotiser à l'accident du travail, à la maladie professionnelle, qui va améliorer la prise en charge des 50%. Vous voyez qu'ensuite, les indemnités journalières ont des valeurs mini-maxi. Donc, chez les assimilés salariés, elle a baissé cette année au 1er avril, elle était à plus de 50 €, ils l'ont baissé à 42,47 €. Donc ça, c'est le maximum d'indemnités journalières qu'on peut toucher. Et ça représente que 50% du revenu de quelqu'un au mieux, puisque c'est plafonné. Donc, vous voyez que déjà, en arrêt de travail, indemnité journalière, je perçois au bout de 3 jours seulement que 50% de mon revenu. Et donc là, vous vous dites, ah ouais, c'est comme quand on me rembourse au niveau Sécu, ben, je ne suis pas remboursée de la totalité de la pharmacie, je ne suis pas remboursée de la totalité du médecin, il me faut une mutuelle. Ben, là, c'est la même chose, il vous faut un contrat de prévoyance complémentaire pour être pas à 50, mais bien à 100% du revenu. Et ça, jusqu'à la retraite, on peut mettre la slide suivante, puisque même en cas d'invalidité, au mieux, on ne perçoit que 50% du revenu, sauf si c'est accident du travail, maladie professionnelle ou que j'ai besoin de l'aide d'une tierce personne, mais il faut que j'ai pris l'option accident du travail, maladie professionnelle, donc ça améliore un petit peu. Mais au mieux, 50% de mon revenu, et vous voyez, c'est plafonné. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je dis à chaque fois au mieux 50% du revenu, puisque c'est plafonné. On passe la slide suivante. Alors, petit graphique qui vous remet en tête, on peut dérouler tout le graphique au fur et à mesure tranquillement. L'incapacité de travail, vous voyez qu'on n'est qu'à la moitié, là on s'arrête sur l'explication, on n'est qu'à la moitié de 100% de mon revenu, vous voyez, qui est tracé en haut. Toute cette partie blanche au-dessus, du vert foncé, du vert clair, et la petite partie
blanche tout au début, le rectangle qu'on voit qui arrive jusqu'à 100%, c'est tout ce que la Sécu couvrira pas. Et ça, c'est au mieux. Ça pourrait être encore moins si je dépasse le seuil d'indemnité journalière. Et toute cette partie-là, c'est ce qu'il va falloir que vous appreniez à couvrir et à chiffrer. Donc là, on peut mettre l'info. Voilà. Toute cette partie-là, c'est ce qui peut effectivement être assuré. Mais attention, je vous le rappelle, je sais que c'est embêtant parce qu'on n'aime pas s'entendre, mais attention, cette partie fléchée, questionnaire médical, chez tous les assureurs, chez toutes les mutuelles, questionnaire médical. Donc, tardez pas à vous renseigner sur le sujet et à vous dire, ah bah finalement, je ne fais pas. On avance. Je vous donne un petit exemple de prévoyance complémentaire. On va prendre Madame Pain d'Épices, traiteur, qui a un revenu assuré de 20 000 €. Ce qui veut dire qu'elle gagne 55 € par jour. Vous avez compris qu'en arrêt de travail, elle percevra la moitié. Elle a aussi 2 000 € de charges fixes. Les charges fixes, c'est tout ce qui tombe, même si je ne travaille pas. Mon électricité, mon loyer, mes assurances, etc. Comment Madame Pain d'Épices pourrait assurer en complément son revenu par rapport à ce que la sécurité sociale lui verse? Je vous montre rapidement un revenu pour Madame Pain d'Épices, comment ça marche. Je sais que certains doivent prendre des copies d'écran, etc. Donc, de toute façon, même si vous n'avez pas accès les cours, vous avez l'occasion de garder trace de tout ça. La base de garantie, on part sur 20 000. Pourquoi? Vous voyez, là, par exemple, les régimes de sécu viennent de baisser la valeur de l'indemnité journalière des salariés. Si on partait sur un complément par rapport à ça, ça voudrait dire qu'au final, ils aient moins. Là, si on part, Madame Pain d'Épices, son revenu, c'est 20 000 €. Quoi qu'il se passe en dessous au niveau sécu, on lui doit un niveau atteint à 20 000. Donc, la sécu, pour X raison, baisse son indemnisation. Demain, elle dit, tiens, c'est plus 50% du revenu maintenant qu'on indemnise, c'est 40%. Vous imaginez ce que ça fait chez un travailleur indépendant, plus de 40% de son revenu couvert. Je ne vais pas te donner de mauvaises idées à l'État, mais voilà, ça pourrait arriver. Demain, Madame Pain d'Épices, je ne vais pas dire qu'elle s'en fiche, parce que son contrat, par contre, risque sa police d'assurance d'augmenter, mais elle est assurée sur 20 000, quoi qu'il se passe en dessous. C'est sa base de revenus. On va choisir dans les contrats des franchises. C'est un peu comme quand on choisit des options en complémentaire. Là, elle a une franchise en cas d'arrêt de maladie de 30 jours. Donc, les 30 premiers jours, le contrat ne la couvre pas. Par contre, si c'est de l'accident et de l'hospitalisation, elle est à 0 jours. C'est une franchise, on pourrait la mettre plus courte pour la maladie. En cas d'invalidité, elle est bien couverte aussi à hauteur de 20 000 € jusqu'à l'âge de liquider la pension vieillesse. Il y a des garanties d'essai dans le contrat. Et donc, pour vous donner un exemple, le contrat de Madame Pain d'Épices coûterait 24,77 € par mois. Le contrat qui couvre les frais généraux pendant 12 mois, donc les 2 000 € de frais généraux, coûterait 22,29 € par mois. Donc, au total, 47,06 € par mois pour couvrir ses frais généraux et son revenu à 100%. Donc, 43,96 € des 47,06 € qui sont déductibles fiscalement du revenu imposable si elle n'est pas sous le régime de la micro-entreprise. Et on va faire la même chose si c'est une SAS et SASU. Mais sauf qu'on va, alors ça on la place pour aujourd'hui, sauf qu'en SAS et SASU, on va devoir travailler depuis une fiche de paye si elle existe. Tant qu'elle n'existe pas, on ne peut pas mettre en place de prévoyance complémentaire. Et on va tout mettre exactement le même contrat, mais il est en pourcentage du revenu. 80% du revenu brut donne bien 100% de son revenu net. Et là, elle aurait une cotisation aussi, Madame Pain d'Épices, en pourcentage du salaire, 1,50%, vous l'avez en bas, de cotisation pour ce contrat-là. Si je prenais sur les 20 000 € de Madame Pain d'Épices, on tourne autour de 25 € de prélèvement par mois. Donc, vous voyez, c'est des choses qui se ressemblent, c'est juste la construction qui est différente. Et ce contrat-là aussi est déductible fiscalement du revenu imposable et peut être pris en charge à 100% d'ailleurs dans les charges entreprises. Donc voilà, vous commencez à le comprendre, c'est un sujet important, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet avec lequel il faut que vous travaillez en toute transparence, en toute confiance avec les personnes avec lesquelles vous allez mettre en place votre prévoyance. Les mutuelles, c'est plus facile, on peut en changer facilement. De la prévoyance, une fois qu'on a rempli un questionnaire médical, qu'on a mis en place un contrat, c'est pas le moment de s'en rendre compte qu'on est mal assuré au moment où on en a besoin parce qu'on peut plus le changer à cause des questionnaires médicaux. Donc, soyez très vigilants sur ce qui va vous être présenté, ce qui va vous être vendu. Je vois encore des contrats qui existent sans rente invalidité. Alors, c'est sûr, ils sont moins chers que tout le monde, mais on n'est pas assuré pour la totalité du risque. Et souvent, les gens, comme, voilà, on connaît pas, quand on n'est pas dans les métiers, on peut vite se faire un petit peu avoir, je suis désolée de le dire, par un mauvais conseil. Et donc, soyez très vigilants parce que c'est votre entreprise et votre niveau de vie qui est engagé.
et qui est engagé pour votre vie, en fait, en tout cas jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, c'est hyper important. Donc, je vous invite voilà, à revenir vers nous au Salon Go déjà, ou à me contacter. Hein, vous avez eu une slide qui donnait mon nom, mon prénom, mon téléphone. Sinon, revenez vers les conseillers de la Chambre de commerce et de la Chambre de métier qui sauront vous diriger vers moi, soit vers les permanences sociales que j'anime aussi à la Chambre de commerce, soit directement en contact pour qu'on puisse avoir un entretien individuel. Voilà, je pense qu'on va faire le tour des questions là maintenant. Effectivement, Karine, écoutez, il y a pas mal de questions. Donc, on va commencer dans l'ordre au fil de l'eau de votre présentation qui était très riche, très belle et très claire. Hein, voilà. Merci, Carole. Et donc, du coup, on va commencer par la première question qui était de Anne-Lise, quand à un moment vous avez parlé de la MSA. Elle nous dit, moi, je suis actuellement à la MSA, ayant été salariée agricole. Comment se fait le transfert vers Amélie et la CAF? Très bien. Alors, effectivement, là, on est plus dans des questions vraiment de gestion des caisses de sécurité sociale, mais vous avez de la chance, je m'y connais un petit peu. Alors, en fait, et ça répondra à beaucoup d'autres aussi, parce que votre question, elle est intéressante pour tout le monde. C'est pas vous qui faites les transferts de dossiers, etc. Heureusement, vous n'allez pas devoir aller chercher un dossier, le ramener ailleurs, etc., etc. Ça va se passer à l'INPI, à l'INPI, qui est le centralisateur des immatriculations, en fait. Hein. Et au moment où vous allez vous immatriculer, en fait, ils vont eux transférer. Donc vous allez remplir votre dossier d'immatriculation, en fait, hein, à l'INPI. Et au moment où le dossier est clos, en fait, ils vont envoyer aux différentes caisses l'information de votre immatriculation pour que les cessations ou les réinscriptions ou les transferts se fassent, en fait. Donc, vous, normalement, vous n'avez rien à faire à part compléter votre dossier INPI et attendre des nouvelles caisses. Donc, ça se fera automatiquement. La MSA va fermer le contrat MSA et va télétransmettre en fait votre dossier directement à la sécurité sociale. Je vous engage quand même, comme là pour le coup on est sur 2 caisses différentes, à bien vérifier que tout est télétransmis, et je pense à ceux qui ont des affections de longue durée, donc qui sont à 100% pour des affections de longue durée, qui ont dû faire une demande de reconnaissance d'ALD par un médecin conseil de sécu. Vérifiez bien si on change de caisse, ça se fait plus pour ceux qui restent à la Sécu et qui passent de salarié à travailleur indépendant, par exemple, parce que c'est le même interlocuteur. Normalement, il n'y a pas de problème dans le transfert caisse-caisse, mais là, on est à MSA, on change d'interlocuteur, on passe à Sécu classique, salarié, travailleur indépendant. Il y a quand même un flux à faire. Le flux, il est mal fait, et ben la Sécu reçoit le dossier sans l'ALD. Voilà, vérifiez bien que ce genre de petites choses est bien remise, ou les ayants droit. Vérifiez bien que vos ayants droit MSA ont bien été repris à la Sécu. Mais normalement, tout le transfert se fait automatiquement par les caisses. Vous n'avez rien à faire, vous attendez des nouvelles des caisses. Et la seule chose qu'il faut que vous engagez dès que vous savez que votre dossier est transféré, que vous êtes dans la nouvelle caisse travailleur indépendant, même si vous restez à la Sécu, c'est toujours mise à jour de votre carte vitale. Mais ce que je vous dis, ça vaut pour tout changement de situation. Une carte vitale n'est ni en Bluetooth ni en Wi-Fi. Dès que votre dossier Amélie change, ben, il faut retourner mettre à jour votre carte vitale. Si vous ne le faites pas, ils sont en droit de fermer votre carte vitale et de vous obliger à réouvrir une carte vitale à jour. Merci Karine. Je pense que ça répond aussi à la question d'une personne qui nous disait, voilà, je dois faire des démarches. Il se posait la question s'il devait faire des démarches au niveau de la sécurité sociale en tant qu'auto-entrepreneur pour se déclarer. Comme tu l'as dit, tout passe par le guichet unique. Ça passe, sauf mettre à jour sa carte vitale et vérifier quand même que le dossier, voilà, il n'y a pas eu de différence entre avant et après. On a maintenant une question d'Ariane qui nous dit, bah voilà, moi j'habite à la frontière, hein, donc il se peut très bien qu'elle trouve un petit mi-temps au Luxembourg avant de lancer son entreprise. Alors, comment ça va se passer? Oui, là c'est toujours un peu plus compliqué quand il y a le Luxembourg. Alors souvent, si c'est un travail partiel, en fait, si vous voulez, ce qu'il va y avoir tout le temps, c'est quelle est l'activité principale, en fait. Est-ce que l'activité principale, c'est celle salariée? Est-ce que l'activité principale, c'est celle d'indépendant, par exemple, qui est exercée? Et c'est comme ça que se passent les valeurs. Si ça reste une activité faible, bah, ça sera l'activité travailleur indépendant qui va être connue comme activité principale. Par contre, à partir du moment où il va y avoir du volume et que c'est l'inverse, eh ben, ça peut faire des changements en fait de situation et que l'ensemble des cotisations sociales soient collectées au Luxembourg. Donc ça, c'est à voir en fonction de la situation au moment des caisses, en fait.
Alors, il y a une personne qui nous dit, oh là là, c'est quand même complexe, hein, TNS, travailleur non salarié. Bon, c'est vrai que ça dépend du statut. Donc, eh bien, écoutez, chère personne anonyme, nous vous conseillons fortement de venir au salon donc ce vendredi pour rencontrer Karine et puis faire un petit peu le point justement sur tout ça parce que bah, le choix du statut juridique, effectivement, derrière, ça engage une protection sociale, mais en même temps, le choix du statut juridique, il se fait pas, enfin voilà, il y a différents paramètres, différents critères à prendre en considération. Voilà, un statut juridique, ça se décide pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, Karine sera là notamment pour vous éclairer sur la partie protection sociale lors du salon. Oui, et puis on le rappelle, hein, si je sais que certains pourront pas être là vendredi parce que certains voilà, travaillent, ont des obligations ou autres, mais on le rappelle, vous avez la possibilité ensuite de demander des entretiens individuels en fait. Hein. Il y a une permanence sociale à la CCI un mardi matin par mois, donc vous pouvez vous positionner pour avoir un entretien de 45 minutes. On se retrouve à la CCI à Metz. Si vous êtes plutôt artisan, bah, passez par les conseillers parce que c'est mieux de prendre chaque porte parce que vous avez forcément à chaque fois le meilleur conseil. Les conseillers de la chambre de métier qui savent aussi flécher vers moi au moment où vous en avez besoin pour qu'on ait cet entretien individuel et qu'on puisse réfléchir ensemble à toutes les conséquences liées au choix de statut juridique. Merci Karine. Alors on a une question de Caroline qui nous dit, voilà, moi je développe une polyactivité en micro et je suis en fait dans les 3 secteurs, aussi bien libéral, service que vente. Elle se pose la question aujourd'hui de quel revenu forfaitaire et donc est pris en compte, sachant qu'elle n'a aucune idée en termes de proportion du secteur d'activité dans lequel elle va travailler le plus. Alors, déjà, il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires de réaliser pour qu'on puisse parler de revenus. Le fait que vous ayez 3 sources de chiffre d'affaires, en fait, hein, va vous obliger en fait à tenir 3 journaux d'encaissement différents. Puisque effectivement les taux en micro-entreprise de cotisation sont différents en fonction si je suis sur de l'achat-revente, si je suis profession libérale, si je suis en prestation de service. Donc déjà, il va vous falloir tenir pour chaque nature de chiffre d'affaires 3 journaux d'encaissement. Un journal d'encaissement, c'est simple, hein, c'est la date, le motif, le montant, mois par mois ou par trimestre si vous déclarez à l'URSSAF par trimestre et que vous préférez faire par trimestre. Mais en tout cas, ça doit exister, ce journal d'encaissement. À la fin, ça fait quoi? Ça fait 3 chiffres d'affaires récoltés. Sur ces 3 chiffres d'affaires, on va appliquer la règle que je vous ai montrée tout à l'heure de pourcentage de revenus. Donc, par exemple, je vous prends votre exemple, vous me dites, je suis aussi, par exemple, profession libérale. Le revenu en profession libérale, vous avez fait 10 000 € d'encaissement de chiffre d'affaires l'année-là en profession libérale. Votre revenu, c'est 66% de 10 000 €, donc 6 600 € pour cette partie-là. Vous avez aussi eu 10 000 € en prestation de service, votre revenu, c'est 50% pour cette partie-là encaissée, c'est 5 000 €. Et donc après, à la fin, je ne vous fais pas le troisième, mais à la fin, si on avait déjà les deux là, votre revenu, c'est 5 000 € plus les 6 600 € de profession libérale, égale la totalité de votre revenu pour le calcul des impôts, l'impôt revenu, pour le calcul de la CAF, pour des aides à la CAF, pour le calcul des indemnités journalières à la Sécu. Voilà comment ça fonctionne quand on a plusieurs. C'est souvent, je ne sais pas quel métier vous exercez, parce que là, on ne peut pas parler en entretien individuel, mais des fois, dans le même métier, je peux facturer de 2 niveaux. Par exemple, quelqu'un qui est plombier, il peut très bien, sur une même facture, avoir de l'achat-vente, fourniture chauffe-eau, et de la prestation de service, installation. De la même manière, il va devoir tenir 2 journaux d'encaissement s'il veut séparer les choses pour aller chercher 2 seuils de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, après, c'est du travail sur de la micro, de montage de dossier. Mais pareil, il devra tenir 2 journaux d'encaissement, calculer son revenu en complétant avec les règles l'un plus l'autre, en fait. Voilà. On a encore une question alors, qui est posée par une personne qui a du mal encore à comprendre la différence entre la mutuelle et la prévoyance. Très bien. Eh bien, c'est vrai que c'est dur quand on arrive. Je me souviens quand j'étais toute jeune et que j'ai commencé à travailler dans le métier, je me suis dit, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Il y a trop de notions, trop de noms, trop de. C'est barbare comme métier, effectivement. Et c'est là où vous avez besoin un peu d'être rassuré et en confiance. Et je comprends que tous ces termes-là sont compliqués. Moi, je vous emploie volontairement le mot de mutuelle parce qu'il s'est vulgarisé en fait. Mais vous voyez que moi, c'est mon logo en fait. Acoris Mutuelle, ça veut dire que je suis une mutuelle, je suis sous le code de la mutualité en fait et pas le code des assurances. Voilà, mais le mot mutuelle, on devrait plutôt employer le mot complémentaire santé. Et pour le mot prévoyance, je pourrais vous employer le mot complémentaire prévoyance,
revenu, en fait. C'est tout ce qui va permettre d'assurer la perte de revenus subie, la prévoyance, pour compléter ce que la sécurité sociale n'indemnise pas. Je suis en arrêt de travail, je vais chez le médecin, rembourser mon médecin, c'est la partie sécu de base, remboursement du médecin, ma mutuelle, donc ma complémentaire santé. Par contre, je suis en arrêt de travail, est-ce que j'ai le droit des indemnités journalières qui me verse un revenu parce que je ne peux pas aller travailler? Ça peut être la sécu selon les conditions qu'on a vues. Donc là, c'est des indemnités journalières sécu plus éventuellement de la validité si je suis reconnue invalide. Sauf que la sécu ne complète pas à 100% mon revenu en cas d'arrêt de travail. Donc de fait, je dois mettre en place, si je peux, et ce n'est pas une obligation à son compte, contrairement aux salariés, une prévoyance qui va permettre de compléter cette fois la part de revenus qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale pour que j'ai bien 100% du revenu que je fais habituellement couvert. Merci Karine. Alors, on a encore pas mal de questions. Hein. Je rappelle que vous pouvez venir voir Karine ce vendredi. Hein, voilà. Donc, on va rentrer sur un autre sujet qui peut être aussi intéressant. Une dame qui nous dit, ou une personne qui nous dit, je suis aujourd'hui travailleur handicapé en cours de reconversion professionnelle. Elle a une invalidité de niveau 2. Alors, est-ce qu'il est préférable qu'elle se prenne une mutuelle ou qu'elle fasse plutôt de la prévoyance? Pose la question. Alors, ça, c'est un petit peu comme la question juste avant. C'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un et l'autre, en fait. La mutuelle, je le rappelle, va couvrir les dépenses de santé, mon remboursement chez le médecin, mon remboursement chez le dentiste, mon remboursement pour mes lunettes. C'est une prise en charge de remboursement, la mutuelle. La prévoyance, je le redis, c'est pour couvrir de la perte de revenus subis. Donc, rien à voir pour forcément les deux contrats. Moi, je suis salariée, j'ai ma mutuelle. Chaque choriste dans l'affaire, et j'ai un contrat de prévoyance complémentaire qui est pris, je cotise depuis ma fiche de paye en fait. Si je ne l'avais pas, je suis au même titre que la SAS qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au mieux, j'aurai après 3 jours de carence ce que la Sécu me verse, c'est-à-dire 50% au mieux de mon revenu jusqu'à l'âge de la retraite. Donc voilà, c'est pour ça que les salariés, les syndicats ont négocié des contrats de prévoyance complémentaire. Vous, à votre compte, il n'y a plus de syndicat qui va négocier pour vous, vous n'êtes plus dans les conventions collectives, il faut vous prendre en main en fait. Le souci d'une affection de longue durée par rapport à la prévoyance peut poser sujet sur la complétude d'un questionnaire médical, et comme ce n'est plus des contrats obligatoires, un assureur n'est pas obligé d'accepter le risque. Donc là, il faut vraiment en parler en amont parce que même dans le choix de statut juridique, il peut y avoir des bonnes choses à faire. Et si la prévoyance, vous n'arrivez pas à la mettre en place à cause du questionnaire médical, là, ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher l'option à la Sécu si vous partiez vers micro ou le régime du réel, accident du travail, maladie professionnelle, pour améliorer la prise en charge Sécu en cas d'arrêt de travail. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse le point individuellement. C'est quand même compliqué de ne pas avoir la totalité des tenants et aboutissants pour vous conseiller. Là, je fais de l'information, je ne peux pas faire du conseil à X personnes connectées, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais on est nombreux. Oui, on reste dans le général. On va prendre encore 2 petites questions. Donc, on a une question de Fabienne qui dit qu'elle a créé sa micro-entreprise et elle est inscrite à France Travail. Et donc, elle perçoit son allocation chômage. Donc, comment elle va être couverte? Alors, c'est vraiment intéressant vos questions. Merci de les poser parce que ça documente tout le monde. Pendant tout le temps de l'ARE, le maintien de droit, l'ARE, vous continuez d'être couvert en arrêt de travail. Donc, vous avez le droit d'envoyer pendant l'ARE un arrêt de travail à Pôle emploi, puisque finalement, enfin France Travail, pardon, voilà, pour être indemnisé par la sécurité sociale sur la base de votre ancien revenu d'activité en indemnité journalière. Je rappelle, 3 jours de carence, 50% au mieux de son revenu, et là en ARE, 50% au mieux de son ancien revenu d'activité. Donc on a déjà au moins ça qui peut tomber en arrêt de travail pendant l'ARE. Du coup, pendant ce temps d'arrêt de travail, l'ARE est suspendue et reprendra après, donc va allonger la durée des droits d'ARE à la fin des droits que je devais avoir. En même temps, j'ai créé mon entreprise. Je pourrais me dire, tant que j'ai l'ARE, que j'ai quand même la couverture, je ne mets pas tout de suite en place ma prévoyance complémentaire, soit. Sauf que, vous vous rappelez, je vous ai dit prévoyance complémentaire individuelle en tant que SAS, EURL et micro, etc. Questionnaire médical. Si j'ai trop attendu pour mettre en place et qu'il m'arrive un gros souci de santé entre le moment où je suis en ARE mais que j'ai déjà créé et le temps où je voulais mettre en place mon contrat de prévoyance, je deviens peut-être à un moment donné plus éligible à de la prévoyance complémentaire. Donc faites très attention à ça. Rappelez-vous, questionnaire médical
pour faire un contrat maintien du revenu en cas d'arrêt de travail. Merci Karine. Et on prend donc une dernière question d'une personne qui nous dit bonjour, mais dans quel cas n'est-il pas intéressant de rester sur la mutuelle de son conjoint? Alors, dans quel cas? C'est parce qu'en fait, si je vous rappelle le droit français et l'obligation de mise en place des contrats groupes entreprises en entreprise, l'obligation ne porte que sur le salarié de prendre en charge un panier de soins qui est décrit à hauteur de 50%. Ça, c'est l'obligation de l'employeur. Mettre en place une mutuelle panier de soins à hauteur, panier de soins pour son salarié, donc ça n'implique pas les ayants droit, à hauteur de 50% du coût. Ça, c'est l'obligation légale. Une entreprise a pu faire ça et se dire, bon, allez, les ayants droit, on les prend quand même, mais c'est des ayants droit dits facultatifs, c'est-à-dire qu'ils ne cotisent pas par une cotisation dite obligatoire avec une participation notamment de l'entreprise. Ce qui fait que ces ayants droit, on les retrouve après le net imposable et pas entre le salaire brut et le salaire net. Et là, du coup, c'est des cotisations supplémentaires pour avoir accès à cette mutuelle d'entreprise, mais qui ne permettent pas, du coup, pour les ayants droit, d'être déductibles fiscalement depuis la fiche de paye, donc avant de payer de l'impôt. Depuis la fiche de paye, puisque c'est après le net imposable, ce supplément de cotisation ayant droit. Et là, si vous faites de la micro-entreprise, pas de souci, puisqu'en micro-entreprise, on n'aura aucun contrat déductible fiscalement. Par contre, si vous allez dans toutes les autres formes, je peux vous mettre en place un contrat déductible fiscalement. Et donc, cette cotisation pour les ayants droit qui n'était pas déductible fiscalement, moi, dans un autre contrat, je vous la rends déductible fiscalement du revenu imposable. Donc, c'est compliqué à expliquer comme ça en 2 minutes, mais voilà la règle. Mais on pourra en reparler, bien évidemment, je suis à votre disposition. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Karine, merci pour cette présentation, merci à tous et à toutes pour vos questions qui ont été riches et très intéressantes. Donc, merci encore. Nous arrivons donc maintenant au terme de ce webinaire et nous vous remercions vraiment pour cette participation active. Donc, sachez que vous pouvez retrouver donc cette visioconférence sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA, comme je l'avais dit. Et n'oubliez pas non plus que le salon n'est pas fini, même si on est au quatrième jour des visioconférences, vous pouvez encore y assister dans cette journée, encore à de nombreuses sur des sujets très variés. Et puis, bien sûr, vous pourrez rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel, donc demain, dans les locaux de la Chambre des métiers. Et Karine se fera un plaisir d'échanger avec vous sur l'ensemble des questions que vous pourriez avoir et sur vos projets respectifs. Voilà, il nous reste à vous souhaiter donc une excellente continuité dans votre projet et puis bien sûr un très bon salon. Merci. Au revoir.